Hey, bienvenue dans le trio économique. Ben oui, on est sur une plateforme de merde aujourd'hui. Grosse panne d'Amazon Web Service. Il est pas Il nous a fait commode. perdre un podcast de 2 heures à matin. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à parler à Vincent, on va essayer de ne pas y faire perdre son temps puis de taper l'épisode. En plus, hey, ça parle de souveraineté aujourd'hui. Il faudrait vraiment pas le perdre, cet épisode-là. Ça serait vraiment plate. Il est pas commode. Puis là, évidemment, on est sur Zoom, fait qu'il y a un effet miroir. Fait que vous n'êtes pas capable de lire le titre du livre que je vous présente présentement. Fait que je vais vous le lire. C'est Antoine Bernier, Les leçons du passé, tome 2, Les preuves du réel. Ben oui, c'est une trilogie, cette affaire-là. Le troisième s'en vient. Antoine est en train de nous poser toutes sortes de questions, là, de finances à moi, d'économie à Vincent, de baseball à Frank, évidemment, pour essayer de faire le tome 3. Il semble que c'est la bonne personne à qui demander, Antoine. Je veux juste dire ça de même. Je suis pas un Non, mais c'est expert. parce que le premier livre, Antoine, quand même, que je pense que pendant 25 pages, il parle de son struggle, le personnage principal comme joueur de baseball, parce que les gens ne le savent pas, mais Antoine, c'était un lanceur de baseball quand même vraiment dominant au Québec dans son jeune temps. D'ailleurs, son premier livre, c'était sur les ailes du Québec, une équipe d'élite au départ. Fait que Antoine aime écrire. Il a produit un livre avec des personnages qui sont un peu inspirés du trio économique. Fait que je vous encourage à vous le procurer sur Amazon. L'endroit où il est bon de faire de la culture québécoise non subventionnée, puis faire de la vraie argent, esti, sans tout donner à un éditeur. Exact, exact. Ben, c'est ça. Parlant d'argent, des fois, quand on a de l'argent, on a besoin de faire affaire avec un fiscaliste. Donc, notre ami Jean-Sébastien Lebrun, qui commandite le podcast aussi, avocat fiscaliste, si vous avez besoin là, de conseils juridiques en matière fiscale, ben, Jean-Sébastien, c'est pas mal l'homme qu'il vous faut, soit pour l'achat et la vente d'entreprise, la planification fiscale, les successions, puis pas mal tous les litiges là, d'ordre fiscal. Fait que il travaille avec Spiegel Ryan. Vous pouvez le contacter au 514-866-9842. 514-866-9842. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Penses-tu qu'on pourrait les engager pour négocier le rapatriement de la péréquation au Québec? Ben, avant que c'est tu bon. fasses ton commentaire déplaisant, Yann, il faut quand même souligner que c'était le meilleur segue que Frank a fait. C'était smooth. Il faut quand même lui donner ça. C'était d'une. Ouais, des fois, j'ai pas grand-chose à quoi m'accrocher, mais là. T'avais de quoi, puis tu l'as bien fait. Quoi, je l'ai Pour me pris. donner de quoi, là, c'était pas tiré par les cheveux, puis j'en ai pas. Fait que là, le podcast d'aujourd'hui, là, c'est pas mon idée. Même pas C'est mon pas idée l'idée à moi. à Frank, puis c'est même pas l'idée à Vincent. C'est Joey qui a trouvé un vidéo de PSPP qui parle probablement de souveraineté, bien évidemment. Ça va bien aujourd'hui, la souveraineté, avec les sondages légers qui sont sortis. C'est une bonne séquence pour la souveraineté du Québec. On tape le lundi, puis c'est le sondage de 35%, c'est ça, pour le oui? 33%. 33, hein, écoute, j'ai toujours fait partie d'une minorité sélecte. Ouais. On pourra en parler si vous voulez dans la taverne. Dans la taverne. On reparlera du sondage. Mais fait que c'est pour ça que Explique-nous un peu Joey ce qui se passe, Joey. Ça vient d'où, cette vidéo-là? Là? Ouais, ben premièrement, allô, je pense que c'est comme ma deuxième fois dans le trio économique ever. le compte de Si j'aurais is in the house. Ouais, c'est ça, il y a un genre quelque part. Là. Ouais, c'est ça. T'es encore en probation. Ouais, c'est ça. La demande est encore en work in progress. Ouais, ben écoute, c'est ça, c'est PSPP qui il est allé faire une conférence à HEC Montréal. Vraiment plus genre, oui, souveraineté, mais plus économique. Là, puis il a parlé 1 heure de ça, puis il a répondu à bien des questions de jeunes qui étaient dans la place. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai condensé ça d'à peu près une vingtaine de minutes au niveau d'un montage que j'ai fait. Puis je me suis dit, ça serait intéressant si la gang du trio, puis particulièrement Vincent, pourrait, c'est ça, à la limite, soit débunker, /commenter, /destroy ce qu'on entend, ce qu'on va entendre dans les prochaines minutes. Fait que pour faire un peu une intro, c'est ça, à peu près les 4-5 premières minutes, c'est principalement une genre de version condensée du petit discours d'intro de PSPP sur certains sujets. Puis après ça, tout le reste, c'est uniquement des questions-réponses de certains étudiants, que certaines sont très pertinentes. En fait, c'est plus les réponses de PSPP qui sont pertinentes, non pas les questions. Hein. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit, ça, c'est pourquoi fin pas. pour eux autres. Non, mais tu vas comprendre le pourquoi du comment. Là. OK, parfait. On est à HEC Montréal, puis tu dis crime limite du monde le plus économique, légèrement parlant, ou du moins un minimum plus que, mettons, je sais pas, dans. Non, il y a du monde qui parle il y a du monde qui parle de décroissance au HEC. Là, fait que... Frank, il m'a volé ce que moi j'aurais. Ouais, ça, tu m'as vu venir, hein? Tu m'as vu venir. Overrated.
Je te confirme, Frank, qu'il y a le mot décroissance qui se dit une fois dans ce montage. OK, fait que la décroissance dans les hautes études commerciales, ils vont faire le commerce de quoi? De la luzerne? Ouais. Mais justement, On est bien parti dans cet épisode-là. Il n'y a rien qui a commencé, hein? Ça a déjà commencé à déraper. Ah non, mais attends une minute, pareil. Là. Des militants de décroissance. Tu vois ce que t'as fait, Joey? Asti, man, le monde s'en va où? T'as parti l'écureuil. T'aurais dû fermer ta gueule, t'as parti l'écureuil. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup mais Vincent, là, ça se peut Wait, pas. there's là. more. Wait, there's more. Ouais, c'est Comme ça. s'il y avait des communistes dans ton département d'économie. Y en a-tu? Non, il n'y en a pas. Bon, OK, tu veux? Ben, c'est ça, c'est une université qui Il y est a des affaires plus inquiétantes, mais il faut pas le dire. C'est ça, j'allais dire. Tu sais que moi, je me fais traiter de communiste des fois par d'autres personnes parce que, tu sais, l'État à 10-15% de l'économie, ce serait bien. Puis je me fais dire que je suis un communiste. C'est ça le communisme. C'est ça le communisme, man. Je suis all on board. Ouais, c'est ça. Bon, on commence ça. Donc, je vous partage l'écran de votre côté. Je ne sais pas si vous le voyez. Haute étude commerciale de la décroissance, toi, chose. Parfait. Fait que, on est parti. Ça va comme suit. L'environnement, c'était presque inexistant en 95, mais comprenez qu'un Québec indépendant va faire des choix complètement différents sur le plan environnemental. Quand je vous parle de 90 milliards qui va à Ottawa, ce sont des argents ensuite qui sont largement utilisés à des projets de pipeline dans l'Ouest, à des subventions à des multinationales pétrolières dans les paradis fiscaux. Imaginez ces mêmes sommes investies dans les entreprises d'ici, dans des énergies vertes, qui nous enrichissent parce que c'est pas des paradis fiscaux, c'est des entreprises ancrées ici qui font leur part, emploient des gens, paient leurs impôts. Donc, sur le plan environnemental et l'environnement d'affaires qui découle de l'innovation et des nouvelles technologies sur le plan environnemental, on peut faire nettement mieux si l'entièreté de nos impôts sont dépensés en fonction de nos intérêts et de notre vision des questions énergétiques notamment. Le Canada est un système assez bizarre où on est... Ouais, là... pour Vincent, là. C'est déjà... Fait que toi, t'as signé de quoi par rapport au budget de l'an 1 avec ce gars-là? Là? Attends un peu, on n'est pas rendu là encore. Là. Mais ce que je viens d'entendre, là, c'est du fitzgibbonisme. Oh, oui. Si Vincent te comprend la même chose que moi, là, mais moi, j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est si on arrêtait d'envoyer notre argent au fédéral pour qu'ils bâtissent des pipelines avec, on pourrait mettre ça dans Lyon Électrique, Nordvolt, Taiga. C'est ça que j'ai entendu, moi. J'ai compris la même affaire, moi. Là. Moi, j'ai effectivement compris la même chose, mais en même temps, je pense qu'on va réitérer quelque chose que j'ai déjà dit. Un Québec souverain n'a pas les moyens de faire ces niaiseries-là. C'est juste des talking points génériques qui ne veulent rien dire pour exciter une couple de personnes, mais la réalité, c'est que, tu perds les transferts de la péréquation, puis c'est dans le budget de l'an 1. Tu perds tu as quand même des dépenses additionnelles que tu dois encourir. Tu ne peux pas te dépenser sur des nouvelles choses, là. Tu dois récupérer des missions que tu conserves, certaines que tu ne peux pas conserver. Tu ne peux pas faire des nouvelles dépenses, d'initier des nouveaux programmes. Donc, par définition, il dit ça, puis il n'y a pas grand-chose, en fait. Chaque version, mettons, généreuse de l'interprétation des propos, ce serait de dire, en gros, il sait que c'est pas vrai, mais comme tu as une base un peu éco-anxieuse qui est dans la salle, puis de jeunes sensibles aux trucs environnement, si je lui trouve une manière de dire, regarde, la souveraineté, ça va être plus vert, OK? Fait que je suis susceptible de les embarquer dans l'autobus. C'est ça que tu dis, finalement? Pas mal ça, c'est pas vrai. Je les crois pas quand ils sont ça, parce que je le sais que la plupart des souverainistes, puis ça, tu sais, j'en parle dans le petit livre La route des Québécois libres, les souverainistes, quand il y a un micro, puis quand il n'y a pas de micro, c'est deux personnes entièrement différentes. Contrairement à moi qui dis tout le temps la même affaire avec ou pas de micro. La seule chose qui change, c'est quand il n'y a pas de micro, je suis un petit peu plus cru. Des boutons, un bouton de plus sur ta chemise aussi. Ah ouais, moi, j'ai oublié de faire le. Ouais, c'est ça que tu t'attends, là? C'est ça que tu voulais? Là, ça te ressemble plus. Là, ça, c'est toi qui parles. Chose-nous un autre petit coup. Un autre petit coup. J'ai pas fait assez de habs pour ça. Mais l'autre bout qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est sérieusement, les Québécois paient des taxes au fédéral, puis ça finit dans des projets de pipeline. Il me semble qu'il y a 2-3 raccourcis là-dedans. Là. Oui, mais c'est parce que ça, c'est l'autre chose aussi, que ça, c'est la deuxième chose dans mon propos. C'est que ça, c'est un truc que toutes les provinces font comme jeu quand ils critiquent les autres provinces.
Il y a aussi une partie de l'argent fédéral qui va dans la DAVI, dans l'Agence de développement Québec, dans Bombardier, dans une tonne d'agences qui sont plus localisées au Québec ou de programmes qui sont localisés dans des médias. C'est comme quand tu disais patrimoine. C'est comme quand tu disais Patrimoine Canada, ça sert à rien. T'es comme, je suis d'accord, mais c'est juste ça subventionne tous les artistes du Québec, cette affaire-là, ou à peu près. Oui, exactement. Je sais pas, tu peux faire semblant que ça n'existe pas, mais la réalité, c'est que Patrimoine Canada, si tu t'as sorti un CD au Québec, il y a des bonnes chances que ce soit dans la section remerciements de ton album. Oui, puis surtout si tu dis Patrimoine Canada sert à rien, fais pas un pays pour créer Patrimoine Québec après. Là. Je dis ça de même. Je dis ça de même. C'est bon, on est 46 secondes. Ah ouais, 46 secondes. On passe au travers du 24 minutes dans les 3 prochaines heures. Posséder de certains de nos leviers et on reçoit un chèque de consolation, c'est la péréquation. Donc, le Québec, étant aux prises avec une monnaie canadienne qui est gonflée par l'exploitation du pétrole dans l'Ouest, reçoit un chèque compensatoire. Si vous étudiez le développement international et l'entrepreneuriat, vous savez que non seulement on est déjà aux prises avec un problème potentiel de mauvais sort des ressources naturelles, c'est-à-dire que l'abondance de ressources naturelles va nuire à l'éducation et à l'entrepreneuriat suivant cette théorie-là, on sait que ce genre de chèque là est vraiment dommageable à une économie. Parce que en développement international, on l'a... Là, j'ai mal, là. J'ai mal, là. On a fait un autre 30 secondes. C'est ça, ce que je suis en train d'entendre, là. Là, c'est qu'à cause qu'on a du pétrole dans le pays, le dollar canadien est trop fort. Fait qu'on reçoit de la péréquation pour se faire compenser le fait que le dollar canadien, vous avez bien compris, est trop fort présentement. C'est la théorie de Gobeil et du mal hollandais, là. Premièrement, le dollar canadien, présentement, il n'est pas fort. Là. Il est faiblard. C'est parce qu'ils veulent à combien, eux autres, le dollar? Genre 40 cents US? Mais attendez. Attends un peu. Juste finir là-dessus, parce que ça tombe dans mon département pas pire, celle-là. Là. C'est parce qu'un dollar canadien plus faible, comme qu'on a présentement, OK, ça peut aider des manufactures québécoises puis ontariennes, évidemment. Puis s'il était encore plus faible, peut-être ça aiderait de l'exportation. Mais Chris, c'est tough en esti sur l'importation aussi. Je veux dire, pour l'inflation des consommateurs, c'est comme pas facile. Là. T'essaies d'acheter aux États-Unis, ça coûte un bras. C'est là que je m'en allais parce que là, pour les gens, on va en profiter. Juste finir mon point, Vincent. Là. Je me rappelle dans le temps que le dollar canadien était très fort par rapport à ce qu'on voit historiquement, 90 sous, une pièce. On a même vu d'une pièce et 10. Il y a plusieurs exportateurs québécois qui passaient à la caisse ou tout ça, ou des entreprises qui avaient fait des profits, qui profitaient que les dollars américains qui avaient, pas les dollars, mais en tout cas, peu importe, qui avaient passé à la caisse. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi pris la peine d'augmenter leur productivité en achetant de la machinerie allemande, par exemple, de la machinerie aux États-Unis, et ainsi de suite. On l'oublie, là, mais avoir un dollar fort, ça a crissement des avantages. En fait, attendez, il faut comprendre une chose. Ici, il y a toujours une sorte de relation de cause à effet que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu as un dollar fort parce que tu as une économie qui est très, très forte? Ou est-ce que tu as un dollar fort parce que toutes les autres monnaies ne sont pas particulièrement intéressantes? Mais si, disons que l'investissement est attrayant ici, c'est sûr que tu vas avoir un dollar fort, mais dans ce cas-là, c'est un bon signe, un dollar fort. Ça veut dire que tu as un climat d'affaires où le rendement est plus élevé au Canada qu'ailleurs. C'est pourquoi les gens veulent des dollars canadiens. Mais quand Yann dit... Les gens, quand le dollar était élevé, ils achetaient de la machinerie. Mais ça voulait dire que l'investissement au Canada était tellement intéressant que les gens voulaient acheter des dollars canadiens. Toutes les manières possibles. Puis une des manières que je vais te vendre un dollar canadien qui a des gros investissements, c'est que je vais te vendre des machines puis tu vas me donner des dollars canadiens. Le résultat, c'est des gains de productivité. C'est pour ça qu'au net, l'effet d'une monnaie forte ou une monnaie faible, il n'y en a pas d'effet. Ça n'a aucun lien parce que d'un côté, tu vas avoir plus d'exportation, de l'autre, tu vas pouvoir importer des nouveaux équipements. La question, c'est juste... qui bénéficie. Non, même pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, au Québec, on pense qu'un dollar faible, c'est avantageux parce qu'on est un exportateur de biens manufacturiers, par exemple. Mais on oublie que, Chris, la nation québécoise, c'est pas juste des exportateurs de biens manufacturiers. Il y a toutes sortes de gens qui sont des consommateurs, des citoyens. Eux autres, ils n'aiment pas ça, un dollar faible. La vaste majorité du monde. Il y a des gens qui aiment ça aller voyager aux États-Unis. Ils n'aiment pas ça, un dollar faible. Puis il y a des entreprises qui veulent investir dans la machinerie de leurs entreprises. Ils n'aiment pas ça, un dollar faible, ces gens-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si
C'est qu'à un moment donné, quand le dollar est plus fort, ben il y a d'autres avantages. C'est juste que ce pas les mêmes personnes. Le consommateur avec un dollar fort, il est content. C'est même pas ça. L'entreprise qui veut améliorer sa productivité, son entreprise, avec de la bonne machinerie, il est content d'un dollar fort. Mais c'est juste que les lobbies gouvernementaux font en sorte qu'on a brainwashé le monde avec ces affaires-là. Non, Yann, là, je te le conseille pas parce que tu as dit la phrase, il y a quelqu'un qui perd. Il n'y a personne qui perd. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui gagnent différemment. Parce que au final, ce qui se passe, si moi j'ai plus d'argent dans mes poches parce que j'ai pu importer des biens étrangers pour moins cher, je peux consommer dans d'autres industries, notamment des industries qui auraient exporté plus. C'est juste que les industries qui exportent, au lieu que leur vente augmente, disons, de 10 ils vont augmenter de 1 Ils ne sont pas perdantes d'un haut taux de change. Ils sont juste différemment gagnantes à un différent niveau. La raison pour laquelle... C'est juste qu'on pense tout le temps en termes d'exportateurs au Québec. Les seuls qui doivent avoir des avantages ici, c'est des exportateurs. Moi, ça me fait un cul. C'est pas toutes les entreprises qui sont des exportateurs. Mais c'est parce que les exportateurs ont une plus grande voix politique. Tout simplement. C'est ça mon point. Mais en tant que tel, c'est drôle après ça que ça, c'est tous les chefs de parti qui font ça quand ils parlent des exportations. C'est toujours les premiers après qui vont me dire il y a trop d'argent en politique, puis il y a trop d'influence de certains groupes d'intérêt. Non, mais tu adoptes le discours de gens qui veulent pomper ce type de politique publique-là. Fait que félicitations pour la contradiction de ton discours. Mais mettons qu'on fait la liste là, des pays riches avec une monnaie très faible. Il y a combien de pays là-dessus? 0. Ah, OK, merci. Mais ça c'est parce que ce que tu as, c'est que tu as une monnaie forte, parce que tu as des investissements qui sont attrayants. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, Chris, dans quel monde tu vends aux gens comme projet de prospérité une monnaie faible? Dans aucun monde. Il y a juste dans la tête d'un péquiste que ça marche, cette affaire-là. Hey, votez pour nous autres, là. Votre pouvoir d'achat, là, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous avez une monnaie à 40 cents la pièce. Oui. Voyons, c'est ridicule. La péréquation... Ça prenait pour un petit pain, c'est né pour une petite pièce. La péréquation, c'est pas vrai que ça a été créé à cause du taux de change. À un moment donné, il faut que ça... Oui, mais ça c'est l'autre chose aussi qu'il faut mentionner. Puis après ça, on pourra faire une petite minute de plus. Là. Mais l'origine de la péréquation, la justification qui est donnée, c'est la suivante. C'est que tu as des provinces qui ont une base fiscale tellement petite, genre l'île du Prince-Édouard, qu'il y a certains biens publics qui sont juste trop dispendieux à établir pour commencer, tout simplement parce que leur base fiscale est trop petite. Donc, tu prends un peu des provinces... Pas assez de monde en français. En gros, oui, c'est sûr que j'utilise le jargon, merci de le traduire, mais le but, c'est que tu veux qu'au Canada, il y ait comme un minimum conventionnel, le même pour tout le monde. Tu veux pas qu'une province soit pas capable de financer un service de police, par exemple, qui est d'une certaine qualité. Mais il n'y a rien là-dedans qui inclut le transfert canadien pour la santé, le transfert canadien pour les programmes sociaux, parce que c'est pas juste la péréquation, by the way. Tu as un paquet d'autres transferts qui s'ajoutent à la péréquation, plus les programmes de ce que j'appelle la péréquation cachée, l'assurance-emploi, les programmes de développement culturel, les programmes de tourisme. Oui, parce que la péréquation, elle frappe l'imaginaire parce que les Albertains en ont pas, puis nous autres, on en a, puis le Québec ramasse 50 du pactole. Les autres programmes que tu nommes, il y a des différences aussi entre les provinces, mais c'est beaucoup moins grand. Puis la principale différence vient du fait que l'Alberta, avec un PIB par habitant beaucoup plus élevé, paye beaucoup plus d'impôts, mais ils n'ont pas un transfert plus important par habitant que les autres provinces du fait qu'ils ont payé plus d'impôts. Fait que l'écart fiscal est très visible au niveau de la péréquation, mais il y a un écart fiscal aussi avec toutes les autres formes de transfert à cause de ça. Puis le Québec, ayant un PIB par habitant plus bas que les autres provinces, on ne gagne pas juste avec la péréquation, on gagne aussi par habitant avec les autres transferts fédéraux de santé et de services sociaux. Encore un petit bout? Yes. Ça là, yes sir. Bon, continue. On sait que ce genre de chèque-là est vraiment dommageable à une économie. Parce qu'en développement international, on l'a testé, la pire chose qu'on peut faire, c'est d'envoyer un chèque si on veut créer du développement économique. J'ai travaillé en Bolivie, là, on le disait tantôt. La dame qui vend des oranges à Sucré en Bolivie, si les millions de dollars pleuvent dans la ville de Sucré, elle va arrêter de vendre ses oranges puis elle va se placer les pieds pour obtenir une partie de la manne. Donc, on tue l'activité économique, ça a été largement démontré. Donc, pour me définir, là, si vous voulez savoir à quoi ressemblera
au niveau de la philosophie politique et économique, à quoi ressemblera un gouvernement du Parti québécois. C'est un gouvernement de tradition social-démocrate, au sens de on pense qu'on est assez riche pour soigner notre monde, s'occuper des tout-petits, puis donner aux aînés une qualité de vie à la hauteur de la richesse de notre société. On ne changera pas d'idée sur ces questions-là, mais on est démocrate au sens de respect de la démocratie et au sens libéral du terme. Démocrate au sens où moi, je ne considère pas que la volonté populaire, c'est du populisme. Je ne pense pas que c'est aux tribunaux de se substituer au choix des élus. Je pense que trop souvent, on parle avec mépris de la volonté populaire. Vous allez voir souvent le Parti québécois faire des consultations directes, se rendre disponible à la population. On est démocrate. Et on est libéral au sens où on croit à une économie de marché. Donc, des fois, avec mes collègues américains, il y a une confusion entre socialisme et social-démocratie. La social-démocratie, telle qu'elle s'est déployée, notamment en Scandinavie, elle est très, très, très axée sur la concurrence et le libre marché. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension dans l'historique du Parti québécois, notamment sous Jacques Parizeau, que c'est notre capacité à générer de la richesse qui nous permet d'atteindre nos objectifs sociaux. Donc, il y a toujours une sensibilité à l'accroissement de notre prospérité. Ça non plus, ça n'aura pas changé. Dans le cas de François Legault, il a dit ça prend du changement, mais fait. Hey, écoute, ça tire partout. Là. On va se Ouais, dire. Il y a du bon stock et du mauvais stock au travers. Là. Ouais. Le début est assez farfelu là, quand il compare le Québec à une nation qui reçoit de l'aide internationale pour des pays sous-développés. En même temps, parce que son argument... Tu prends sa métaphore, ça vient contredire le fait qu'il faut subventionner nos entreprises. Hein? Ben oui, il y a ça. Moi, c'est ce que j'avais noté. J'étais là. Je veux juste souligner que si tu appliques cette logique jusqu'à sa conclusion finale, il y a bien des choses que tu devrais arrêter de dire, genre live on the spot. Ben oui. Mais tu sais, l'argument sur l'aide internationale, par exemple, a été fait 1000 fois là-dessus. Là. Que justement, quand tu fais ça, ben, tu crées un système de dépendance, justement, des rentrées d'argent. Et je le comprends, mais là, tu sais, le passé de la madame qui vend des oranges dans un souk en Bolivie au Québec, là, il y a un saut qualitatif qui est fait assez spectaculaire. En fait, son argument est super bon dans la perspective que tu dis que la péréquation présentement ralentit le Québec. Donc, si on devient souverain et on se débarrasse de la péréquation, ça va nous aider à nous émanciper d'un point de vue économique, ce qui est le meilleur argument pour la souveraineté ever qui a été prononcé souvent par notre ami Gelozo ici, puis je l'ai souvent dit. Si c'est une façon de le dire, je trouve ça très bien. Mais d'un autre côté, comme tu dis, il faut pousser la logique jusqu'au bout. C'est aussi mauvais pour les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on doit arrêter le financement des entreprises. On sait qu'ils trempent les pieds présentement, là, PSPP. On sait que présentement, il amène le parti à vouloir ça, puis il dit que c'est basé sur une idée qui est plus de liberté. Il a dit socialisme, démocrate, il a parlé de ça, puis il a amené le libéralisme là-dedans. Fait que, quand même une base qui est intéressante dans son discours. Tu vois qu'il essaie d'intégrer le libéralisme, mais où est-ce qu'il va avoir des problèmes? C'est qu'intégrer le libéralisme au Québec, c'est une méchante grosse corvée. Là. Surtout, ça part d'abord et avant tout. Si tu veux avoir ce discours-là avec des subventions aux entreprises, j'en suis. Oublie pas qu'une des entreprises les plus subventionnées au Québec, c'est les médias. Eux autres aussi, il faut qu'ils passent dans le tordeur. Ouais, tu peux pas avoir un discours, juste finir là-dessus, tu peux pas avoir un discours de dire, nous, on est pour le libre marché, la concurrence, puis souscrire à des trucs du genre, on va donner un monopole à une entreprise d'autobus électriques, puis on va forcer tout le monde à en acheter. Je veux dire, ça marche pas, ça. Là. La chose que je dirais, la première, c'est que l'argument qu'il a utilisé, c'est probablement pas le bon contre l'aide étrangère, indépendamment du contenu de ce qu'il a dit, parce que l'aide étrangère, si ça remplace une. Mettons, là, disons qu'il se passe, c'est que je te donne de l'argent, puis tu peux plus facilement importer des bananes d'ailleurs, qui sont en réalité moins chères parce que tu peux maintenant te permettre les coûts du transport, ils sont de meilleure qualité. Il n'y a pas vraiment d'effet sur l'activité économique locale dans le sens direct. Quand tu regardes la littérature, tu as même des fois, tu pourrais dire que cet effet-là unique est peut-être positif. L'effet de l'aide qui est problématique, c'est sur les institutions. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais des transferts, tu as des institutions de moindre qualité, les transferts peuvent, à toute fin pratique, en fait, pervertir encore plus des institutions qui sont déjà perverses. Donc, les mauvais effets, si tu prends la tarte de ce que tu dirais, voici toute la somme des effets négatifs de l'aide étrangère au développement. 90% des effets négatifs ont une histoire avec la qualité des institutions. L'argument qu'il a dit, c'est comme le 10% dans lequel il y a du débat. Le reste, là, c'est vraiment avoir des institutions de merde. Puis si tu veux embrasser cet argument-là, le gros danger que tu as si tu es un péquiste,
c'est que la péréquation fait exactement ça. Ce que la péréquation fait, c'est qu'elle encourage des politiques publiques qui dépensent trop, de un, parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye la facture pour toi. De deux, tu encourages des politiques économiques qui ne favorisent pas la croissance, parce que si tu as plus de croissance, tu perds des revenus, donc les bénéfices des politiques pro-croissance sont plus petites. Donc, son argument, ça devrait être, en fait, je pense pas qu'il veut embrasser cet argument-là parce que ça implique par logique qu'un Québec souverain, il développe des ressources qu'il ne développe pas présentement et il Là, tu contreviens dépense déjà à ce qu'il disait au beaucoup. début avec Il l'environnement. il doit dépenser soit la même quantité qu'il dépense maintenant, mais juste au provincial en incluant le fédéral, donc il est obligé de faire une réduction nette des dépenses, ou bien il doit avoir des politiques hyper pro-croissance ou un mix des deux. T'as En pas le fait, choix. ce que je décortique un peu là-dedans, c'est qu'ils s'en viennent dans une zone, les péquistes, où est-ce qu'ils essaient de faire plaisir à trop de monde en même temps. Dans le sens que quand ils définissent. Nous, on est des social-démocrates qui ont un penchant pour le libéralisme. Là, tu sais, là, tu dis, crème, ils essayent de manger à beaucoup de buffets en même temps. Là. Fait qu'évidemment, tout ce qu'ils décrivent du côté du socialisme, c'est pour faire attention au côté gauche de l'échiquier politique. Fait qu'on ménage le chèvre et le chou de ce côté-là. Après ça, quand ils arrivent avec le bout sur la démocratie, tu sais, je veux dire, les gens qui sont habitués au trio économique, vous savez ce qu'on pense de la démocratie. C'est des institutions fortes, des règles du jeu claires, évidentes, qui ne changent pas. Il y a des contre-pouvoirs. Puis dans ce bout-là, ben, il est très clair sur un contre-pouvoir des juges qui dit ben, je pense pas que c'est aux juges de décider. Là, tu dis OK, le gouvernement. On a un petit côté caribou ici pour faire plaisir aux gens qui n'aiment pas le gouvernement des juges. Mais c'est dans ma tête un peu antidémocrate de faire ça. Mais bon, OK, passons par-dessus ça. Puis là, tu as la nouvelle séduction qu'ils veulent aller chercher avec le libéralisme. Puis il y a beaucoup de bons mots là-dedans, puis tout ça, mais qui viennent tout de suite en contradiction avec plein d'affaires. Tu sais, je pense que là, un moment donné, à vouloir grappiller à tous les buffets en même temps, là, ils vont finir par créer un manque de cohérence. En fait, PSPP il est en train de jouer à Twister, finalement. C'est un peu ça. Non, plus simplement que ça. Il est en train de jouer à ce que le parti qui aspire à remplacer a joué dans les 7 dernières années. La CAQ. C'était ça, la CAQ. La CAQ s'est fait élire avec une orientation plutôt centre-droit, là, si on est à l'origine du mouvement, centre-droit, disons ça de même. Sauf que très rapidement, ils se sont dit, ben, pour élargir la base, il faudrait qu'on rentre un peu d'écologie là-dedans. Fait qu'on s'enligne d'un char électrique, le recyclage, l'extension de la consigne, tout ça. Mais pour continuer de faire plaisir à une base peut-être plus à droite, plus libérale, ben on va y aller avec la réforme des taxis. Puis après ça, ben pour faire plaisir à une base plutôt péquiste, on va y aller avec la loi 21 plus la loi 96. Puis à la fin de la journée, comme le disent les Anglais, en fait, tu as fait plaisir à personne. Puisque dans tous les segments de marché, en fait, c'est ça le paradoxe de la gouvernance de notre système, c'est que pour être élu, il faut que tu sois au centre, mais si tu gouvernes au centre, tu finis après un certain temps à avoir fait plaisir à personne. Parce que l'électeur de centre, en fait, il n'existe pas. Il n'est que l'agglomérat de plein de petits segments de marché. Fait que là, tu essaies de faire un peu plaisir aux écolos. Mais si tu vas voir ce que les écolos disent, ils vont te dire la CAQ ne font rien en environnement. Ils n'ont jamais rien fait, ils ne sont pas bons. Il faut élire un parti qui fait quelque chose en environnement. Si tu vas voir les gens plus free market, ils vont te dire quel gouvernement de merde étatiste. Ils ont joué dans la loi sur la propriété, ils ont joué dans l'expropriation, ils ont joué dans ci, ils ont joué dans ça. Si tu vas voir les péquistes, ils vont dire ils n'ont rien réussi à accomplir au niveau identitaire. On devait rapatrier pouvoir sur l'immigration. Ils n'ont pas mis la loi 101 au cégep. Là, Joey, je ne sais pas ce que tu as fait avec ton son, là, mais c'était c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ben là, j'ai eu la même réaction quand Catherine Dorion parle. C'est ça. Fait que là, il s'embarque un peu dans le même. Ce qu'on entend depuis le début, c'est une espèce de logorée qui envoie des petits messages codés à plein de groupes différents. T'es écolo? J'ai de quoi pour toi. Ouais. T'es identitaire? J'ai de quoi pour toi. T'es libéral? Attention! Quoi pour toi aussi. À la fin, là, ce programme-là, il est inapplicable. Ben, continuons un petit peu, puis je vais garder mon commentaire à la fin. Je vais essayer de donner une chance au courage. Je vais essayer de ne pas faire mon Yann. Ben, ça en prend 1 sur 4. C'est pas moi qui vais le faire. C'est correct.
Ouais, ça a l'air moins pire. Il faut juste pas que tu te rapportes. Je sais pas pourquoi. Là. Il est supposé d'avoir un truc qui ajuste le volume automatique, mais ça a pas En fait, Joey en a un, effectivement, mais il embarque après une seconde. Fait que quand il embarque non, fort mais dans Zoom. Hein. Dans Zoom. Hein. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais il n'est pas réactif. Zoom, Ouais. comme dans Restream, je pense. Crise de Zoom. Bon. OK, on continue. Dans le cas de François Legault, il a dit « Ça prend du changement, mais faites-vous-en pas. Il n'y a rien qui va changer sur le fond des choses. » Et regardez où est-ce qu'on en est. On en est à l'incapacité de l'État québécois de balancer son budget parce qu'on est dans une situation d'asphyxie fiscale, pendant qu'Ottawa gaspille éhontément, et l'incapacité de livrer la marchandise sur des engagements fondamentaux comme soigner notre monde. Ça ne durera pas très longtemps. Donc, il y a une partie de moi qui est très conscient que la polarisation qu'on voit partout en Occident, on n'est pas à l'abri. On va toujours demeurer au PQ une espèce de parti centriste, on peut dire. Des fois centre-droit, des fois centre-gauche. La polarisation qu'on voit partout en Occident va s'accélérer au Québec si l'État manque à ses missions fondamentales alors que les gens paient quand même beaucoup d'impôts. Donc, si rapidement on ne restaure pas les services de base à la population à la satisfaction des gens, si la confiance n'est pas restaurée, vous verrez des discours très libertariens ou très néo-progressistes, là, mais les deux, la gauche radicale et la droite radicale, ils ont en commun qu'ils veulent la déconstruction de notre société. Ils veulent la déconstruction des institutions, la déconstruction. Il était bon, là! Construire, mais la condition de cette confiance-là pour construire, c'est que rapidement, on livre la marchandise sur ce qu'il y a de fondamental pour la population. Je ne pense pas que je suis capable de faire ça avec la moitié des impôts seulement. Il va falloir mettre fin au gaspillage d'Ottawa et devenir entrepreneur, c'est-à-dire ne pas se demander quel est mon risque de ne pas réussir, mais penser en gagnant et dire nous allons réussir parce qu'on est intelligent et on va donc entreprendre avec nos entreprises privées, avec nos acteurs de la société civile, tout ce qui caractérisera le Québec dans le monde et tout ce qui nous amènera cette prospérité-là. Rappelons qu'on a des risques. C'est tough pour lui être bon pendant 2 minutes complètes. Là. Il y avait une bonne séquence. Puis il n'y avait pas tort. Hein? Si tu arrives puis tu laisses, si tu fournis pas des bons services de qualité, si les gens se rendent compte qu'ils payent cher en impôts puis les services gouvernementaux monopolistiques planifiés centralement, c'est un peu de la merde. C'est là que le bas blesse. Puis, tu sais, c'est même une question qu'on a posée à Philippe Couillard quand on l'a eu en entrevue. Est-ce que vous pensez qu'à force de faire des gros déficits, vous ouvrez la porte à un discours plus conservateur, axé sur le libéralisme, moins d'État dans nos vies? Puis il avait dit, ben, définitivement. Puis, fait que tout là-dessus, il est tout correct. Mais genre, faire passer les gens plus libertariens pour des extrémistes, là, je fais, come on. Mais tu sais, surtout que, disons-le, là, libertarien dans sa bouche, parce qu'on sait d'où ça vient, ça ne veut pas dire les vrais libertariens qui n'existent pas au Québec ou qui sont 15. Là. Ça veut dire genre moi, mettons. Ouais. Mais est-ce que je peux avoir la liste des institutions que j'ai proposé de détruire? Oui, la déconstruction de nos institutions. On n'avait pas parlé de privatiser Hydro-Québec puis Télé-Québec. Puis... Mais c'est pas des institutions. Ah, mais là, ça fait partie du modèle québécois. Pour les caribous, oui. Ouais. Pour les caribous, Télé-Québec, ça fait partie du modèle québécois. Ah, ben là, c'est sûr que si la SQDC s'est rendue une institution, là, rendu là, on peut plus avoir de. Dans le fond, c'est que tout ce que l'État fait devient un acquis à jamais. Ça, c'est pas de l'institution. Ça. Ouais. Je veux dire, le système de justice est une institution, l'Assemblée nationale, c'en est une. By the way, sont contre ça, eux autres, défaire les institutions, genre le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée législative. Ça, c'est OK. Dans le fond, il y a comme une liste d'institutions que tu peux scraper, puis l'autre qui est comme éternelle. C'est ça, j'ai compris. Ouais, Hydro-Québec, tu touches pas à ça. Mais par contre, le pouvoir des juges de renverser une loi d'un politicien, ça, par contre, c'est pas correct. Seems about right. mais c'est ça. En fait, ce que je comprends de cet homme-là, c'est que il est clairement intelligent. Là. Puis il s'exprime vraiment bien aussi. Là. Il comprend le jargon de tous ses adversaires politiques. Mm-hmm. Il comprend. Je veux dire, il y a une bonne base. Il sait à peu près c'est quoi un libertarien. Il sait à peu près c'est quoi un libéral. Là, il n'est pas, pas dénué de compréhension comme on voit beaucoup de monde au Québec. Là. Mais l'impact que ça a, là, c'est que la journée qu'il veut aller séduire les gens pour les amener, il va utiliser le jargon un peu et tout ça, mais il est incapable, de par le fait qu'il veut, après 30 secondes, 40 secondes, à essayer de séduire un groupe, qui veut essayer d'en séduire un autre groupe tout de suite après, ben ça crée une incohérence dans une phrase de 2 minutes. Il est comme...
C'est ça, dans le fond, je trouve, qui est fascinant. C'est quand tu l'écoutes longtemps, tu te dis, ouais, mais t'étais pas en train d'essayer de me cruiser, toi, tantôt, puis là, t'es en train de dire que je suis un cave. Là. Tu sais, c'est comme. Ça marche pas. Ouais, c'est ça. Tu es un cave ou ben non, tu me veux comme ami? Là? C'est un peu ce que je disais tantôt. C'est pour ça que le parti était beaucoup plus cohérent quand on se rapportait à l'élection de 2022, puis qu'il y avait 8, 9, 10 % des voix. Parce que là, il s'adressait uniquement à une base à motiver. Tu peux avoir 100 % de ton discours dédié. Tu sais, c'est un peu comme si tu as une entreprise de 450 personnes puis tu cherches à savoir où tu vas faire ton party d'employés. Là, tu dis, ouais, une centaine de personnes qui iraient au steakhouse, j'en ai une couple d'autres qui sont véganes. Puis là, tu t'en vas dans le pire restaurant généraliste que tu connais où il n'y a rien de bon sur le menu. Ben, tout le monde va être déçu au bout de la ligne. Les carnivores trouvent que ça goûte la marde, les végétariens trouvent que c'est pas bon non plus. Fait que, Mané, est-ce que tu es mieux de faire le choix de rester? Mais si tu fais le choix de rester, ben il y a fort à parier que tu ne prendras pas le pouvoir. Fait que c'est tout ça le paradoxe de cette affaire-là. T'sais. C'est que tu es obligé de proposer une espèce de bouillabaisse centriste qui, quand tu regardes ça de manière analytique, un peu, tu te dis, mais ça ne tient pas debout. Tu ne peux pas être en même temps, essayer de faire plaisir à Pierre. Tu t'habilles Pierre et déshabiller Jacques, c'est un peu du n'importe quoi. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est typiquement québécois, parce que ça a clairement marché avec la CAQ. Je veux dire, la CAQ a été capable de gouverner de 2018 à 2025 grâce à un programme politique comme ça, là, qui tirait un peu partout. Puis on le sait que les Québécois sont mêlés un peu. Il y a des gens qui présentement s'apprêtent à voter PSPP ont voté pour Carney à la dernière élection. Fait que, tu dis, c'est ça la solution pour accéder au pouvoir, puis après ça, tu te demandes... Après, c'est quoi le vrai agenda qui va être implanté? Là? Parce que, je veux dire, à force de vouloir séduire tout le monde, tu te dis... Moi, je me doute un peu c'est quoi. Là? L'agenda, c'est pas qu'il y ait... Les gens vont s'imaginer il y a un agenda caché, là, puis là, ça va aller dans telle direction. C'est ça qu'ils vont faire. C'est pas ça pantoute qui va arriver. Ils vont arriver, ils vont prendre le pouvoir, ils vont se rendre compte qu'il est premier ministre. Il va essayer de faire un cabinet de ministres avec ce qu'il va avoir de disponible, c'est-à-dire pas grand-chose. Puis, d'un coup que ça va être fait, ben, ils vont gérer à petite semaine. À toutes les fois qu'il y a un dossier qui vont lui tomber dessus, ben, ils vont le gérer au fur et à mesure. Puis, c'est qui va encore gouverner le Québec? Ça va être les médias qui vont inventer ou garrocher les dossiers au fur et à mesure. Au Québec, on gouverne à la petite semaine, puis ceux-là qui décident de l'agenda politique, c'est les médias, parce que les politiciens ne voient rien venir d'avance. Fait qu'eux autres garochent le dossier, puis c'est ça qui est passé à l'Assemblée. Mais c'est pour ça que, puis je vais le laisser continuer après, là, mais c'est pour ça que le début du règne de Couillard a relativement fonctionné, parce qu'il s'était commis à pas grand-chose, finalement. T'sais, ils sont arrivés en disant, regarde, nous autres, c'est l'équilibre budgétaire puis la compression de l'augmentation des dépenses. Puis demandez-nous pas 50 autres mille affaires. C'est vers la fin du mandat qu'ils ont commencé à tirer un peu partout pour essayer de se faire réélire. Mais moi, je pense que s'ils étaient restés sur la ligne de départ, là, nous, voici ce qu'on a à vous offrir. Ça aurait probablement plus fonctionné parce que finalement, un gouvernement a une capacité limitée de changement qu'il peut implémenter. Puis si tu n'es pas commis, je pense, à des... Ben, la canisse à courage, c'est un peu ça. Puis là, ben, sinon, ça donne des fins de règne un peu catastrophiques comme ce qu'on voit en ce moment-là. On veut, genre, à la dernière minute, je vais couper partout, je vais faire des changements. Voici 3-4 lois faites sur une napkin. C'est un peu ça. Là. Écoute, continuons. Moi, je suis en train d'écrire mon... J'ai un gros commentaire, mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est un commentaire qui surplombe pas mal tout ce qu'il est en train de faire. Puis je vais attendre de voir s'il dit quelque chose. Vincent est en train de faire... Il est en train de faire son Super Saiyan. Il est comme en big build-up, faire son big move à la fin du combat. C'est ça. OK, on continue. Pas aussi bon que ça, il est joué. Ouais, c'est ça. Tout ce qui nous amènera cette prospérité-là, rappelons qu'on a des réserves d'eau, des réserves de bois, des réserves de minerais, on a tout. On a le capital humain, c'est-à-dire que nos universités sont fortes. Donc, on a ce qu'il faut, mais pas dans ce régime-là où est-ce qu'on est sous tutelle, puis il nous manque la moitié de nos impôts. C'est tout simplement ça, mon raisonnement. Jason Rivet, étudiant au doctorat à HEC Montréal et spécialiste en coopérative. J'aimerais peut-être entendre sur la position du Parti québécois et votre position sur l'économie sociale et les coopératives, parce que vous avez mentionné beaucoup d'entreprises
l'entreprise privée, beaucoup la place de l'entrepreneuriat, mais pas forcément d'entrepreneuriat social. Et on sait que c'est 14 de l'économie du Québec qui est les coopératives, les mutuelles. Donc, dans les années 90, le Parti québécois a favorisé l'essor des CPE, etc., avec des modèles coopératifs. Qu'est-ce que le Parti québécois de 2025 propose pour faire en sorte que nos entreprises collectives qui appartiennent aux Québécois, qui redistribuent la richesse aux Québécois, puissent se développer encore plus et pas forcément donner des chèques à des multinationales pour développer des bonnes jobs, à ce qui paraît. Bien dit. Si vous tapez Parti québécois barre ouvert ou Parti québécois PME, vous allez voir que ce que j'ai répété à plusieurs reprises dans les médias, c'est qu'un gouvernement du Parti québécois va justement quitter le modèle de subvention à des multinationales qui, en fait, profitent du bar ouvert mais n'ont aucun commitment envers notre économie puis notre société, pour se tourner vers les modèles qui sont ancrés et qui offrent de la stabilité. C'est vrai que spontanément, à ce moment-là, on va utiliser l'expression PME, mais quand je parle d'entrepreneuriat, évidemment que je parle d'entrepreneuriat social. D'ailleurs, la première conférence que j'ai donnée de ma vie, c'était à la Jeune Chambre de commerce de Montréal sur l'entrepreneuriat social et l'économie sociale. Et le Parti québécois, c'est le parti qui a poussé le plus cet agenda-là. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tout... Bon. Ce bout-là, je comprends la question, puis tout, ça me fait rire. Là. Mais il dit 14 de l'économie, c'est de l'entrepreneuriat social. C'est parce que Desjardins, le 14 il compte pour combien? Là? Puis tu me diras que probablement à peu près, probablement un 14e à peu près du 14. Je pensais que ça doit être plus que ça, sérieusement. Toutes les compagnies d'assurance comme Beneva, qui sont des mutuelles aussi éventuellement, mais tu sais, pour avoir déjà travaillé là, le mutualiste coopératif, je voyais pas la différence entre ça et une entreprise inscrite en bourse. Tu sais, Desjardins, là, c'est quoi la différence entre Desjardins et RBC? Là? Expliquez-moi. Là. Vous êtes en train de me dire que Desjardins et RBC... Risto, niaise-moi donc. En gros, ce que tu dis, c'est ça que je fais, justement. En gros, ce que tu dis, c'est que si on enlève les gros joueurs qui ont ça décrit quelque part puis qu'on garde juste les petites affaires auxquelles lui doit faire référence, c'est plus 2-3% que 14. Probablement. Là. Probablement. Tu ne construis pas une économie avec ça. Là. C'est plus aussi que ce qu'eux appellent l'économie sociale, c'est toujours un peu vaguement défini. Là. J'ai eu à dealer avec Jean-Martin. Les CPE aussi. Les CPE comptent dans l'économie sociale parce qu'officiellement, le CPE, les gens pensent que c'est gouvernemental, mais officiellement, le CPE, c'est une coop. Ouais, mets ça de côté 2 secondes, là, parce que ça rajoute à mon point, mais c'est plus que c'est toujours tellement loussement défini. Puis c'est pas vraiment ce qu'on veut dire quand on parle entre économistes de la partie capital social dans l'économie. Ce qu'on parle, c'est comme les liens associatifs que les gens ont. Puis ça, l'idée que l'État peut les créer et les favoriser, la littérature là-dessus est super divisée. Il n'y a pas... tu sais, je veux dire, moi, je fais partie de la branche de ceux qui disent que l'État, en fait, évince souvent ce type d'organisation-là parce qu'il détruit les liens qu'on fait entre nous. Eux croient que si tu subventionnes, ça a des effets positifs, ce qu'on appelle, eux appellent ça du crowding in. Moi, je dis qu'il y a du crowding out. T'évinces ou t'invites, c'est ça l'argument, mais c'est pas un sujet dans lequel il y a comme une sorte de consensus. L'idée qui avance, c'est, honnêtement, je trouve que ça fait plus. En termes de substance, c'est une ligne générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais pour le NPC qui a posé la question, parce que c'était une question NPC. Je suis tellement habitué à ça que fine. Je sais qu'est-ce que tu crois. Tu vas me dire que tu as choisi la littérature qui t'intéresse, puis fine, amuse-toi. C'est quand même un étudiant au doc là, qui s'est lui-même déclaré comme spécialiste de l'économie. Tu sais, capoté pareil. Là. Tu sais, que quelqu'un au cégep pose une question de même, tu dis c'est correct. Tu commences à découvrir les idées et les concepts, mais tu sais, il a commencé à parler puis je savais exactement où ça s'en allait. Tu sais, il y en existe des modèles puis ça peut fonctionner. Tu sais, j'en connais des OSBL qui ont comme mandat de... Dans le sport, mettons. De gérer des infrastructures publiques, des affaires de même. Tu sais, je dis pas que ça fonctionne pas, mais je veux dire, ça peut pas être... Je veux dire... c'est pas ça que tu bâtis un pays. Là, non, le capitalisme qui fonctionne bien, là, il y a des entreprises qui ne peuvent pas être rentables d'eux-mêmes. Justement, une infrastructure publique pour le sport, c'est très difficile à rentabiliser. C'est pour ça qu'il y a toujours une subvention derrière de ça. Il y a toujours un investissement public qui a été fait dans un stade de sport ou des choses comme ça. Même principe avec toutes sortes de patentes. Mais je veux dire, Desjardins, c'est un faux capitalisme, c'est une fausse coopérative dans un sens que c'est vrai qu'il n'y a théoriquement pas de profit et que les profits sont distribués aux membres. Mais regardez les structures de bonification des dirigeants. Je veux dire, ça gagne des millions de dollars dans une année. Là.
Fait que, tu sais, à un moment donné, ton profit, c'est peut-être pas un profit où est-ce que tu verses un dividende avec une entreprise privée. Mais il y a beaucoup de monde qui ont intérêt à ce que Desjardins augmente son surplus dans l'année. Parce qu'effectivement, une coopérative, c'est pas un profit, c'est un surplus. Mais s'ils ont un bon surplus, ben, il y a une plus grosse ristourne. S'il y a une plus grosse ristourne, les membres sont contents. Puis si les membres sont contents, ben, les PDG puis les vice-présidents, ils se votent des plus gros salaires. Tu sais. Il n'y a rien de plus capitaliste qu'une banque. Desjardins, c'est une banque. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu arrêter de se faire croire que ces entreprises-là sont meilleures parce qu'il n'y a pas de système de profitabilité? Puis deuxièmement, le profit, c'est pas mal. Le profit, c'est quelque chose de très bien qui, fondamentalement, donne un incitatif à l'entrepreneur de bien allouer ses ressources. That's it, that's all. C'est pourquoi le profit est vu comme Satan dans notre société, je le comprends pas. À part, il y a des gens qui sont jaloux. C'est ça, que ce soit vu de même dans la société, c'est une chose. Que ce soit vu de même dans une école de hautes études commerciales, ça en est un autre. Ça, c'est fucké, ça. sacrément. Voulez-vous le reste de la réponse ou je passe à la prochaine question? Non, passe à la prochaine. Je pense qu'on a compris. Parce que la prochaine, je vous l'avertis, on tombe. Vous trouvez que celle-là, c'était saucé, là? OK. Non. Là, justement, la décroissance, là. Ah oui. Par contre, je vous le dis. Need more NPC now. La prémisse, les 15 000 prémices de la question est longue en calvaire. Fait que je vous avertis. On a un arrête le disclaimer, là. Je veux dire, je regarde pas un film PG-18. Où il y a vraiment des opportunités. Mon nom, c'est Denis. Je suis étudiant à la maîtrise en gestion et développement durable. Vous avez parlé pendant votre discours de questions urgentes. Puis pour moi, il n'y a pas de question plus urgente que la crise écologique. Puis on peut en débattre certainement. Mais votre stratégie écologique s'inscrit dans une approche de développement durable. Que j'ai compris, les fonds qu'on reprendrait seraient investis dans des entrepreneurs d'ici pour la transition énergétique. L'approche de développement durable, elle existe depuis les années 80. Ouais. Elle a malheureusement jamais fait preuve empirique du fameux découplage qu'on espère, puis qu'elle promet entre croissance économique et les problématiques environnementales. Puis ça fait des décennies que ça existe, le développement durable, puis que la preuve est juste pas présente. En fait, au contraire, tout récemment, cette semaine, on vient de voir la 7e limite planétaire être dépassée. Puis à chaque année, le jour de dépassement de la Terre recule. Fait qu'en fait, elle n'a pas fait ses preuves, la situation s'empire de façon actuelle. Au Québec, nos émissions de gaz à effet de serre sont environ à 13. Le GIEC dit qu'on devrait être autour de 2 pour éviter le pire scénario climatique. 2. Donc, clairement, une croissance économique à l'infini dans un monde fini. Si je le savais. En fait, rien n'est impossible, mais à date, les preuves. Il y a plusieurs prémices dans votre question. Je vais être obligé de revenir sur un certain nombre de prémices. Donc, si vous pouvez poser votre question, parce que s'il y a trop de prémices, je vais passer une demi-heure. Moi, je pense qu'on est d'accord, vous puis moi, qu'un nouveau régime est nécessaire. Par contre, celui d'un développement durable ne semble pas être le bon dans une idéologie environnementale. Donc, la question, c'est est-ce qu'on ne serait pas plutôt mieux de prendre une stratégie comme la décroissance, qui, en fait, peut être faite soit de façon volontaire ou de façon imposée? mais je le savais. Le PSPP n'était pas pire de le couper pour dire c'est là que les prémices posent ta question aussi. Oui, mais les slogans, man, c'est un en arrière de l'autre. La croissance infinie. La croissance infinie dans un monde fini, la décroissance subie ou choisie, mais c'est que des. Je les connais par cœur. Je te jure, Frank, quand j'ai entendu ça, il me dit il faut trop que Frank revienne de vacances pour qu'il réagisse à cette quote-là. Écoute. C'est donc bien NPC. Le gars a fait une maîtrise, man. Comment quelqu'un a pu permettre la diplomation de ça? Là? Jordan Peterson pourrait t'en parler beaucoup des universités, j'ai l'impression. Ouais, mais ça vaut rien, le papier. HEC, là. Non, mais attends une minute. Il faut mettre les fesses à la table. Premièrement, l'idée que le découpling s'est pas passé, il s'est passé. Il y a plusieurs économies que leur PIB per capita continue d'augmenter. Puis j'ai mis le graphe là, si tu veux le mettre en visuel, tabarnak, il faut le dire. Il y a une trentaine de pays dans lesquels ce que tu peux voir, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Pas per capita, ils ont diminué point barre, puis le PIB per capita a augmenté. Par personne, ça a diminué. Par dollar, ça a diminué. Le decoupling, ça s'est passé dans une tonne de pays. Puis ça, là, c'est le pire des indicateurs environnementaux. Là. J'ai pris celui là, qui va mal présentement, les émissions de gaz à effet de serre. Mais si je prends les autres trucs comme la biodiversité, comme si je prenais la qualité de l'air, comme si je prenais tout. Je suis pas capable de le partager, moi. Je ne sais pas si Joey était capable. Là. Ce serait bon de le voir, le petit graphique là, que Vincent a mis dans le chat. Là. Ouais, je vais essayer, ouais. Mais, fait tu prends toutes ces choses-là, tu les mets toutes dedans, tous les indicateurs
t'as un paquet de pays pour qui ça s'est fait. Fait que sa prémisse, là, prends-la, roule-la, mets-la dans ton cul parce que c'est de là qu'elle venait. C'est de là qu'elle venait initialement. La deuxième chose, c'est que... Regarde, c'est clair, là. On a fait un épisode là-dessus complet. Ben oui, je sais. On ne peut pas être plus clair que ça. Là. Non, puis ça, là, ça, c'est le pire indicateur. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre, où est-ce que les écolos ont raison de s'inquiéter à un certain degré parce que ça contribue au réchauffement climatique. Mais tu prends tous les autres indicateurs. On a le Yale Environmental Performance Index. On a les indicateurs de biodiversité. Dans tous les pays riches, ces indicateurs-là s'améliorent. Le couvert forestier, ça s'améliore. La préservation des populations halieutiques, ça s'améliore. Les poissons, ça s'améliore. Il n'y a pas l'idée d'un decoupling, là. Ça se voit dans tous les pays riches, sur tous les indicateurs, même sur celui qui joue le plus contre la position. Maintenant, ce que lui est en train de dire, c'est qu'il en voudrait plus d'amélioration. Fine. Mais la prémisse du développement durable, là, ce que tu essaies de critiquer pour défendre la décroissance, c'est bien plus défendable, le développement durable, que la décroissance comme concept, parce que, câlisse, on est capable de le faire. Mais c'est ça aussi. Encore une fois, prends ton esti de question, roule-la, alors, crisse-la dans ton cul parce que c'est de là qu'elle vient ta crise de question. Non, mais c'est incroyable dans le sens que moi, je trouve que quelqu'un qui pousse à tonne le développement durable sans arrêt, là, je trouve que c'est saucé. Lui, il arrive, il dit le développement durable, c'est un peu de la merde. Il faudrait vraiment aller plus loin. C'est la décroissance qu'on a besoin. Oui, développement durable, c'est de la droite. Développement durable, c'est quand même très à droite, free market, ça. Là. Ben, c'est parce que le développement durable implique une forme de croissance. Lui, il dit c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter la croissance. Mais je ne sais pas quelle va être la réponse. J'ai hâte de l'entendre. Mais si la question m'était posée, moi, je ferais juste, OK, je vais juste vous demander de préciser votre question. Qu'est-ce que la décroissance? Ouais. Si vous me dites, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce que c'est? Et là, je te garantis que c'est là que le fun commence. On tombe assez vite avec décroissance de la population. Ça, c'est pas si long que ça. Là. Ça pourrait, mais ça pourrait être aussi genre, ah, mais là, il y a une séance de patinage artistique olympienne. On y va. Pour ça, yes. OK, oui. Il y a un certain nombre de points que je dois faire. Et la question est intelligente et pertinente. Je ne ris pas parce que la question est mauvaise. C'est que vous avez un choix à faire entre la démocratie et les régimes totalitaires, si telle est votre pensée. Pour la raison suivante. De mon point de vue, non seulement ce n'est pas la tabarnak, s'il y a été full geloso. Décision de... OK, c'était quand même bon. C'est bon okay, ce que tu as là. Moi, je donne le point. C'était du full geloso, ça. Non, moi, je suis vendu. Là, il me parle, la PSPP. Ah, Chris. Yann, je vais en train de prendre sa carte du oui. Yann, donne-y une minute. Tu penses que dans une minute, il me casse? It can always go wrong. C'est ça. Ça arrive des fois que la date commence vraiment bien. C'est ça, quand la date a fini, elle s'en va à l'urinoir. Fait que la brassière push-up a été installée, puis c'est correct, c'est bien montré, mais tu penses qu'il se cache peut-être un pénis en dessous de la jupe? Non, c'est pas ça que c'est pas ça. Le point, c'est qu'elle s'en va et elle se cache. C'était pas une joke. Est-ce que t'es fucké? C'était une joke qu'elle s'en va de la date puis elle s'enfuit par la fenêtre parce qu'elle veut pas payer puis elle te laisse avec le bill. Ah, mais c'est parce que tantôt, tu as mentionné... Mais c'est parce que tantôt, tu as mentionné l'indicateur IL, il est stické là-dessus. Là. OK. Ça doit être pour ça. Telle est votre pensée. Pour la raison suivante. De mon point de vue, non seulement ce n'est pas la faute au concept de développement durable, mais bien une décision de l'électorat de choisir, en tout cas dans l'histoire du Québec et du Canada, clairement, l'électorat n'a pas choisi les gouvernements, les partis politiques qui avaient une offre convaincante au niveau des changements des façons de faire. Et je suis pas d'accord que le concept de développement durable est là depuis des années 80 sans bouger, sans évoluer. Ce qui a évolué le plus, c'est qu'on contredisait, on mettait en opposition la prospérité et l'environnement, alors que les nouveaux modèles que moi j'ai vus, qui sont plus récents, donc à partir des années 2000, démontrent qu'en fait, la seule solution, tant qu'on demeure en démocratie, la seule solution, c'est d'allier prospérité, c'est-à-dire rehaussement de la qualité de vie, avec une direction environnementale durable. Et d'ailleurs, je pense qu'une bonne partie de l'électorat est prête
à ça. Le problème, c'est que ça demeure la réponse de l'électorat au final. C'est parce que ce que vous suggérez, c'est la déflation, et moi, je suis obligé de vous dire que pour avoir mis maintenant 10 ans de ma vie en politique, un parti qui va se présenter aux prochaines élections avec comme programme la déflation a aucune chance de prendre le pouvoir parce que ce qu'on dit aux gens, c'est que leur qualité de vie, leur standard de vie va diminuer. Et évidemment, en tout cas, je vois pas dans quel univers les gens vont voter pour ça. Je ne suis pas en faveur de gouvernements totalitaires d'extrême gauche ou d'extrême droite parce que vous savez ce que ça va faire sur le plan des droits humains. Donc, si un gouvernement démocratique est pour prendre le pouvoir et relever ces défis-là, il va falloir faire, puis le Québec est bien situé quand même par rapport aux pays européens notamment, il va falloir faire la démonstration qu'un virage dans nos habitudes est payant et gagnant-gagnant. Et donc, ça veut dire qu'on part de la moralisation, puis on s'en va vers plutôt « voici ton intérêt là-dedans ». Vous remarquerez mon discours sur l'électrification des transports. Je ne parle pas de culpabilisation de ceux qui conduisent un véhicule, parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de solution de transport en commun. Je leur dis, savez-vous combien vous allez économiser si vous abandonnez votre véhicule, dans l'hypothèse où vous avez une solution en ce sens-là, ou si vous roulez électrique, c'est 2-3 000 de plus dans vos poches par année, en plus que les profits vont chez Hydro-Québec au lieu d'aller dans une multinationale. Je pense que le fait de joindre environnement et prospérité est un passage obligé si on veut en démocratie réussir. Puis ça ne sera pas parfait parce qu'en effet, l'horloge, on a pris beaucoup de retard. Là. C'est ça le problème ici. Si on avait cette discussion-là dans les années 80, on a... Je pense qu'il a fait ça. Ouais, c'est sûr, il faut... Il l'a traité de communiste avec beaucoup de doigté. Là. Oui. Alors, pour vrai, là, moi, quand je traite quelqu'un de communiste, c'est plus direct que ça. Là. Lui, il a mis une paire de gants blancs, puis tout ça, puis il dit, t'es qu'un esti de communiste. Moi, ce que j'aime... C'est ça qui est décodé dans le message. Ouais. Ben, ce que j'aime le plus de sa réponse, parce qu'on l'a critiqué pas mal jusqu'à venir à présent, ça fait 54 minutes. Ben, en fait, ce qui est le plus important dans sa réponse, c'est qu'il l'a cerné, même si c'était à aucun moment explicitement dit qu'il y avait un germe totalitaire dans ce que le gars est en train de raconter. Et ça, n'importe qui a lu, ne serait-ce qu'un seul livre de la mouvance décroissante le sait. Là. Ils ont bien beau dire que ça va être démocratique, puis convivial, puis ci, puis ça. Il n'y aura rien de convivial là-dedans. Savez-vous pourquoi? Parce que la population ne choisira jamais une dégradation de son niveau de vie de plein gré. Là. Exactement. Puis, tu sais, où est-ce qu'on peut être en désaccord? C'est que. Puis, encore là, tu sais, il dit, je vais t'expliquer que l'auto électrique, ça va être bon pour toi, puis tout ça. Quand il dit comme ça, tu dis, OK, fair enough, tu as le droit de m'expliquer que l'auto électrique va être mieux. La réalité, par contre, est tout autre quand tu regardes les actions du Parti québécois. Là. Eux autres, le 2035, ils croyaient pour de vrai, puis l'interdiction des véhicules à essence, ça faisait leurs affaires. Fait que, tu sais, quand il dit, je vais juste t'expliquer que c'est mieux pour toi, la réalité des actions du Parti québécois, c'est qu'ils vont quand même plus loin que ça, pour vrai. Fait que si tu prends la réponse comme telle qu'il donne là, j'ai dit ça se défend super bien. Maintenant, il faudrait que les bottines suivent les babines un peu. Là, parce qu'il y a des petites tendances autoritaires aussi chez le PQ. Là. Ben, écoute, moi, c'est plus... Regarde, je vais donner des points juste pour avoir eu une réponse comme ça que j'aurais jamais eu normalement. Je pense pas que j'aurais eu une chance d'avoir ça comme réponse. Dans ma bingo de 2025, une réponse du genre... c'était bon. Ça, c'était... juste parce que je m'y attendais pas, 7 sur 10. Ben, mettons que je suis plus généreux que toi. Moi, j'y donne plus, moi. Il y a vraiment été bon. Oui, mais moi, 7 sur 10, c'est une note de... C'est un A+, là. C'était mes étudiants, quand ils ont un 40, ils sont contents. Le prof déplaisant, ça. Hein? Ça, c'est ça des profs de même. S'ils arrivent, t'as 53 et comme, tu devrais être t'es dur, mon examen, là. C'est pas pire ce que t'as eu, là. Non, mais je leur dis à 40, vous avez passé. À 50, le C commence. À 60, le B. Et à 70, vous êtes dans les A. Ils le savent. J'aimerais ça que le gars... Puis au-delà de 70, c'est quoi? C'est des dieux? Non, c'est ça peut pas se dire en public. Inatteignable. À partir de A, à partir de 70, ils ont des A. Puis celui qui a comme un 90, ben Chris, il y a un A+. Puis s'il y a 100, il y a quand même un A+. C'est la vertu des lettres. C'est qu'après un certain point, c'est capé. C'est ça. Le gars, il a eu 100% sur l'examen. J'ai le zoo, il écrit dessus sérieusement, tu as le droit d'avoir une vie sociale, kid. Ben, en fait, je leur dis souvent ça. Je leur dis, si t'as un A+, c'est que t'as trop étudié. Mais imaginez un seul instant Legault prendre des questions de main. Il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable.
Non, il y a quand même un intellect. Ben là, c'est quoi ça, la décroissance, là? C'est comme une poussée de croissance, mais de l'autre barre, là. C'est comme Benjamin Button, là. mais oui, c'est là que tu vois qu'il est sournois puis qu'il est bon comme politicien, puis c'est son côté avocat qui ressort. Tu sais, je suis sûr que le gars s'est même pas rendu compte qu'il s'était fait traiter de communiste. Parce que nous autres, on s'en est rendu. Si le gars écoute en différé, man, tu t'es fait traiter de communiste par PSPP. Puis ça résonne plus, hein, tu sais, quelqu'un de droite qui traite quelqu'un de gauche de communiste, c'est quasiment une banalité, mais se faire traiter de communiste par quelqu'un de gauche, moi, je trouve ça très drôle. On dirait que ça a une petite puissance supplémentaire. Bon, on doit avoir le temps de peut-être faire une autre intervention, parce qu'on arrive à presque une heure. Là. Fait qu'un autre bout, on peut continuer après là, le Patreon. The best one. Ouais, j'ai skippé. En fait, j'ai skippé tout de suite à la dernière question qu'on lui a posée. Puis sérieusement, là, dans la réponse de PSPP, là, c'est le plus genre libéral classique PSPP que j'ai vu ever. OK. Ça finit sur une bonne note. Ben, c'est ça. Pour ça, je me suis dit, je vais skipper les autres parce que c'était un peu plus du blabla. Il y a des affaires sur le budget de l'an 1. Arrête, si je suis tanné du PG-18, le tabarnak, donne-moi le film. Vincent, il n'aime pas les préliminaires, Joey. Je vois clairement ça. OK, let's go. Hugo, je suis étudiant à la maîtrise en gestion. Et course. L'économie de marché, les entreprises privées soient nécessairement des outils démocratiques, ni des outils d'émancipation. Ça a été l'outil des colons anglais, finalement, la domination de la société économique. Historiquement, les mouvements d'émancipation québécois sont passés par des modèles de production économique plus démocratiques, comme les coopératives avec le mouvement des jardins, ou comme la nationalisation avec le cas d'Hydro-Québec, par exemple, ou des modèles vraiment alternatifs si on remonte encore plus en arrière avec de l'autoproduction. On pense aux Premières Nations et aux premiers blancs à s'établir. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on envisage vraiment une économie qui soit vraiment démocratique pour pas reproduire des exemples comme celui de Stablex, on a imposé des projets dans des municipalités, et est-ce que c'est pas le temps d'inventer aussi une économie qui nous ressemble, qui recopie pas finalement le modèle capitaliste éculé des États-Unis par exemple ou du Canada anglais? Appelons ça le modèle de capitalisme sauvage. C'est-à-dire que l'économie de marché demande une réglementation de la même manière qu'un match de hockey demande à ce qu'un arbitre respecte la ligne bleue. Et en effet, ce qu'on a comme tendance en ce moment, c'est de voir des gouvernements qui s'excusent de leur obligation de réglementer et qui laissent libre cours à... Le dossier de Stablex est un excellent exemple. Ça n'avait aucun sens. Mais je pense quand même que la ligne entre le socialisme et la social-démocratie, c'est quand même aussi laisser le libre marché avec ses défauts innover. Parce que la différence, en fait, parce qu'on parlait d'économie sociale, à chaque fois que l'économie sociale est capable de battre en durabilité et en fiabilité l'entreprise privée, l'État peut intervenir et soutenir. Mais je me méfie d'un État qui veut faire l'arbitrage au nom de son statut démocratique, parce qu'un gouvernement est démocratiquement élu. Je me méfie d'un État qui veut faire l'arbitrage des secteurs. Le rôle de l'État n'est pas de jouer la partie de hockey, c'est d'arbitrer la partie de hockey en fonction de l'intérêt public. Donc, si votre question, c'est est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois va protéger l'intérêt public en faisant une réglementation qui donne un cadre à l'action de l'entreprise privée, la réponse c'est oui, on a toujours fait ça. Mais on ne se substituera jamais au libre marché parce qu'on tombe à ce moment-là, on traverse la frontière vers le socialisme, c'est-à-dire la collectivisation de tous les moyens de production. Et le plus souvent, ça donne des erreurs, c'est-à-dire que l'État n'est pas le meilleur arbitre de où mettre son temps, où mettre les ressources, où faire du développement économique. Donc, c'est là que se situe un gouvernement de tradition social-démocrate du Parti québécois. OK. Mais encore, là, je veux dire, à ta peur, tu peux pas me dire ça et rien faire en ce sens, là. Je veux dire, OK, on va y aller avec une facile. La SAQ, c'est fini. On arrête de vendre du vin avec l'État. Il y a la question de voir si les bottines suivent les babines. Il y a ça. Parce que les babines sont plaisantes à entendre un petit peu. Oui, je suis vraiment surpris que ça soit comme ça qu'il l'a formulé, soyons francs. Là. Mais je vais dire exactement, je peux le faire le commentaire overarching, c'est que le PQ est présentement dans sa zone de danger, où est-ce que s'il veut gagner, il doit coaliser un paquet de monde qui veulent pas être ensemble. T'es dans une zone où est-ce que tu vas avoir des alliés non naturels qui vont se côtoyer et il n'y a pas de solution magique
dans cette situation-là pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas faire ce qu'il fait présentement dans ce discours-là où tu commences à gauche, tu vas à droite, tu retournes à gauche. Puis je vais donner une analogie historique qui vient d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a gagné l'élection de 1860 avec un paquet de discours qui était absolument incohérent, mais que ce n'était pas lui qui disait ces discours. Donc, par exemple, un des États pivots, c'était la Pennsylvanie, où il y avait un sentiment protectionniste qui était très important et qui dominait la vie politique Ça dans a l'État. beaucoup changé depuis. Ça a beaucoup changé, en effet. Hein, le sarcasme est important. Mais lui, par contre, il ne s'est pas prononcé directement ou clairement sur la question de tarifs. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dépêché des intermédiaires, notamment Salmon P. Chase, qui était ce qui a été, j'inverse, il était un de ses ministres. Et il envoyait ces gens-là parler en son nom et d'autres personnes dans d'autres États plus ouverts au libre-échange parler un peu différemment. Et donc, ici, la manière que tu peux gagner une élection, ben, tu sais, quand on dit que les politiciens ont la langue de bois ou ils ont la cassette, ben, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses, parce que tu ne peux pas, dans le même discours, essayer de réconcilier toutes les choses qui ont l'air pour l'électeur médian ou pour les électeurs plus à l'extrême qui ont l'air d'être absolument antagonistes. Il faut que tu joues un jeu de déception. Et présentement, la manière de faire ça, c'est pas la bonne manière. C'est très machiavélique ce que je dis, mais il faut qu'il commence à mentir encore plus que ça. Ou bien il stick à un message puis il reste là-dessus, mais tu peux pas faire les va-et-vient comme ça. Si tu veux éviter d'antagoniser certaines personnes, fais juste pas parler d'un certain sujet, fais du bridging, mais tu peux pas faire ce qu'il fait dans le même discours, avoir traité le gars de communiste. Si tu essaies de le convaincre de voter pour toi, tu viens de le perdre, puis tu viens de perdre les gens qui l'écoutent. Si par contre, ce que tu veux faire, c'est gagner les gens qui détestent ce gars-là, ben d'accord, t'as bien fait. Mais tu peux pas faire les deux. Ouais. Fait que, Ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est n'importe quel parti politique à forte croissance a ce dilemme-là. C'est. la tu sais, DQ l'a eu 2 fois. Il faudrait Le- aller le- dans la taverne, messieurs. Si vous Ouais, voulez OK, qu'on, on s'en va dans la taverne. poursuivre cette conversation derrière le paywall. Donc, ceux qui s'intéressent, joignez-nous sur Patreon, patreon.com/i. Puis Olivier Niquet, tu peux prendre l'argent des contribuables pour t'abonner. Dans la taverne, Vincent, Olivier, là, on va se faire poursuivre, cette fille, là. Arrête.